Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre là où vous êtes. Comme d'habitude, nous faisons une plongée dans la littérature tchadienne pour vous faire découvrir les auteurs et leurs œuvres. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de vous présenter une nouvelle auteure. Elle s'appelle Maïmouna Besso. Elle vient de publier aux éditions Eddy Livre en France un roman intitulé Tourment. En effet, Tourment est un roman psychologique écrit à la première personne qui décrit dans un ton pathétique les conséquences désastreuses tardives d'un mal qu'on appelle la pédophilie. C'est donc une jeune fille de 5 ans qui tombe dans les pièges d'un de ses neveux qui s'appelle Sharfa. Maintenant devenue adulte, Dinaré, cette jeune fille-là, se marie à un homme attentionné et ils ont des enfants, mais un beau jour, les mauvais souvenirs du viol, de la pédophilie donc remontent en surface et ce qui affecte inéluctablement sa relation donc avec son mari. Et les conséquences sont là, irréversibles, c'est la séparation totale. Quels enseignements peut-on tirer donc de ce roman? Nous allons le découvrir tout à l'heure, mais d'ici là donc je vous présente l'auteur. Bonjour madame. Merci de venir ici à côté de nous pour nous parler de votre ouvrage. Le plaisir est pour moi. Maïmouna Besso est née à Sarre. Ses parents ont divorcé très tôt. Elle arrive à N'Djamena avec sa mère, laquelle s'est remariée avec un Camerounais. Après quoi, la famille s'expatrie donc au Cameroun. Maïmouna étant âgée de 7 ans, c'est au Cameroun qu'elle a continué ses études. De retour à N'Djamena pour le bac, elle rencontre son mari sur les bancs de l'école et c'est là où la vie de couple commence. Aujourd'hui, Maïmouna Besso est une mère de famille de 43 ans. C'est en 2007 qu'elle succombe à son envie d'écrire. Depuis donc, elle prend plaisir à s'y essayer. Tourment est donc son premier roman. Madame, vous écrivez votre roman à la première personne, du singulier. Oui. Doit-on y voir des indices plus ou moins autobiographiques? Non, pas du tout. Ce n'est pas un roman autobiographique, mais en toute œuvre, n'est-ce pas, littéraire, il y a toujours une partie de l'auteur qui ressort, n'est-ce pas? Oui. Mais ce n'est pas pour autant mon histoire. Ok. Non. Bien, le roman commence par un prologue où le narrateur nous présente une veuve triste et ses 4 enfants qui s'inquiétaient de l'état psychologique de leur mère. Quel rôle accordez-vous à ce prologue et que révèle-t-il? Ce prologue-là est un peu particulier parce que tout prologue appelle à un épilogue. Mais celui-là n'en appelle pas un. Donc c'est une façon de faire refléter le contenu, mais également l'épilogue. C'est à la fois l'épilogue et le prologue qui se sont, n'est-ce pas, qui se retrouvent en même temps. Et du coup, moi comme lecteur, je trouve que c'est comme le résumé même de votre œuvre, d'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière, oui. Ok. Bien, vous faites constamment usage des phrases incises et enchâssées, hein, en grammaire, c'est comme ça qu'on les appelle, qui exigent un effort supplémentaire du lecteur pour pouvoir les comprendre. À cela s'ajoute l'usage constant du subjonctif imparfait et plus que parfait. D'où votre maniement de la langue serait, la langue française donc est si croustillante que n'importe quel lecteur serait tenté de vous demander d'où est-ce que vous tenez ce style et quel est votre secret de culture littéraire. Ce n'est pas de secret particulier. Bon, j'ai puisé ce style de mes multiples lectures. Je suis une lectrice passionnée. Oui, je dirais que je me suis auto-instruite. Oui, je dirais ça, oui. J'ai commencé à lire très tôt, dès la classe de CE1.
J'avais commencé à lire, n'est-ce pas, c'était à l'époque c'était en 1983, je crois. Oui, je subtilisais des romans photos à mes oncles, oui, comme ça, et j'allais lire en cachette. Je n'y comprenais rien, strictement rien, mais c'est le fait de lire qui m'intéressait. C'est pas l'histoire, c'est le fait de pouvoir lire qui m'intéressait. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer la lecture. Mais est-ce que vous avez des modèles d'écrivains que vous admiriez lire leurs récits? Oui, bon, je lis de tout. Toutes les littératures m'intéressent, mais en particulier la littérature anglaise. Ok. Anglaise, mais aussi naturellement française. On n'y échappe pas. Bien sûr. Alors, pourquoi avez-vous choisi une thématique si douloureuse, le viol? Le viol, c'est un sujet. Oui, vous avez le mot qui sied, c'est douloureux. Oui, vous avez prononcé le mot. Bon, c'est un thème qui m'a toujours intéressé, parce que c'est peut-être son côté tabou, parce que qui dit viol dit sexe, et le sexe est un sujet tabou surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Et c'est une façon pour moi de fouler un peu au pied ce tabou qui concerne le sexe, et plus particulièrement la pédophilie. Les gens ont tendance à banaliser ce thème. Oui, c'est un phénomène omniprésent de nos jours. Mais les gens font comme si c'était, n'est-ce pas? C'était naturel. C'est comme si c'était naturel. Ils l'ont carrément banalisé. Et c'est pas normal. Hein. Alors, à vous lire attentivement, j'ai l'impression de lire Calixte Béala dans C'est le soleil qui m'a brûlé, ou Delphine Zanga dans Vie de femme, parce que votre narratrice laisse libre cours à la description des sensualités, au point de friser le vocabulaire de la pudeur. Alors vous voyez, si votre roman avait été un film, vous interdiriez l'accès aux enfants à partir de quel âge? À partir de quel âge? Je ne trouve pas ce roman impudique. On m'a déjà posé cette question. Bon, avant d'écrire ce roman, j'avais d'abord écrit une nouvelle, une nouvelle intitulée Dina. Cette nouvelle dont je parle a déjà figuré dans un recueil de nouvelles, oui, et qui a été publié par le Calfa, c'était en 2013. Et quelqu'un m'a un jour interpellé à propos de la nouvelle, du thème. C'était Dina quand elle était petite. C'était Dinaré, mais à l'âge de... Voilà, Dinaré enfant. Donc, oui. Ce roman, c'est comme le prolongement de la nouvelle. Je l'ai fait inconsciemment. Je n'ai jamais, par exemple, n'est-ce pas, songé à écrire une suite à Dina, mais c'est venu comme ça, naturellement, je dirais inconsciemment. C'est par la suite que je me suis aperçue que c'était la suite de Dina. Voilà. Et quelqu'un m'a interpellé à propos de ça. Il disait qu'il ne pouvait pas laisser traîner le livre à la maison pour que sa fille tombe dessus. Oh. Oui, parce que c'était carrément... c'était impudique, il trouvait ça impudique. Je lui ai dit non, pas du tout. C'est une façon de mettre en garde les petites filles, en quelque sorte. Oui. Moi, je ne l'interdirais pas à une fillette de 12 ans, par exemple. Non, c'est ma façon à moi de mettre en garde les petites filles des dangers qui courent, n'est-ce pas, à travers les prédateurs sexuels. Très bien. Alors, des moments de souffrance silencieuse parcourent tout le roman. La souffrance de la narratrice, qui est en même temps la héroïne, c'est un voile que vous levez sur le côté caché de la vie de femme, je crois. Voilà, et vous pouvez
souffrir toute votre vie sans que quelqu'un ne soit au courant. Comment faites-vous pour être aussi stoïque? C'est peut-être, c'est là où, c'est ce que je disais au départ. Dans chaque œuvre littéraire, il y a une part de la vie de l'auteur qui ressort. Donc c'est peut-être aussi ça. J'ai aussi peut-être puisé quelques, n'est-ce pas, il y a des reliefs de ma vie d'épouse qui peut-être, n'est-ce pas, se reflètent dans ce livre. Dans le livre. Oui. Bien. Dinaré, la narratrice et en même temps l'actrice du roman, en analyse littéraire, on appelle cela un narrateur intradiégétique. Elle exprime beaucoup de regrets sur ses propres actes qu'elle pose parfois ou l'effet de la colère et qui plus tard génèrent des conséquences fâcheuses. Elle dit par exemple à la page 70, si vous permettez que je vois cela rapidement. Et oui, je pouvais me faire des remontrances, moi qui voulais une pause. J'étais bien servi. En fait, de briques, c'était l'abandon. Du jour au lendemain, j'étais délaissé par une décision que je trouvais à présent égoïste. J'avais éloigné de moi un homme qui m'était plus que cher, fidèle et attentionné. Il avait un respect sans borne pour la chose conjugale, sinon familiale. Tout ébranlait comme ça d'une manière aussi stupidement décisionnelle, m'insurgeait contre ma personne. Que s'est-il réellement passé quand elle dit ça? Ce sont des regrets en fait qu'elle exprime, lui. Oui, on peut comprendre ça comme ça. Elle a énervé son époux, c'est cela? Oui, elle l'a en quelque sorte éloigné d'elle. Elle était devenue fataliste. Oui. Tout à fait. Tout à fait fataliste. Elle voudrait que les choses suivent leur cours, quelle que soit l'issue qui en découlerait. Ok. Bien. Nous lisons dans le roman que elle a été traumatisée en quelque sorte par le viol de quand elle était à l'âge de l'enfance. Et ces souvenirs la sont remontés et finalement ça a bouleversé complètement sa vie. Et là-dedans, vous faites recours à un service de psychothérapie. Voilà. Ce service-là, il manque cruellement dans nos structures de santé actuellement. Alors, avoir soumis donc votre personnage à une technique de ce soin-là, de ce soin mental, est-ce votre souhait ou bien plutôt une sorte de plaidoyer de voir ce genre de service instauré dans nos hôpitaux? Oui, je voudrais voir, n'est-ce pas, la psychologie faire partie pour des psychologues faire partie de nos praticiens. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mots que les gens vivent en silence et qui requièrent ce genre d'aide. Oui. Bien, après avoir parlé à son violeur, son neveu, Dinaré dit à la page 108 ceci, je cite: « Ma conversation avec mon bourreau de cousin m'avait fait le plus grand bien immédiatement après. » Qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui vous a fait du mal, et puis vous portez les conséquences pendant des années et des années. Maintenant que vous rencontrez cette personne, vous échangez avec elle, et encore qu'elle n'a pas été tellement agressive vis-à-vis de ce monsieur-là. Et du coup, elle dit elle se sent bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est compliqué, c'est compliqué. Le cerveau, l'esprit, c'est des choses qui c'est arrivé, ça lui, et bon, elle ne s'y attendait pas du tout. Bon, si on lui avait dit un jour que, n'est-ce pas, son violeur, qu'elle considère comme son bourreau, n'est-ce pas, lui apporterait ce palliatif, n'est-ce pas? Elle n'y aurait pas elle-même cru, mais c'est arrivé, c'est des choses, oui, c'est du domaine je dirais du spirituel. Oui, du psychique un peu.
Ok. Alors, Dinaré, donc, l'héroïne, a été violée par son neveu Sharfa. Dans leur conversation avec Maghira, la femme de ce neveu-là, celle-ci promet de protéger sa fille contre les prédateurs pervers. À certains égards, cela est possible. Mais est-ce qu'on doit, à ce niveau-là, se méfier, même à l'égard de ses proches? Est-ce qu'on peut s'attendre que des choses comme ça se passent dans le cercle familial? De par ce que je vois autour de moi, le plus souvent, les actes pédophiles ont souvent lieu au sein même de la famille, malheureusement. Malheureusement, c'est le cousin, le neveu, l'oncle même, et parfois le père. Ça se passe souvent au sein de la structure familiale. Je conseillerais de se méfier. Non pas de se méfier bon, on ne peut pas se méfier des membres de sa famille, mais d'être plus vigilant, je dirais. Alors, la vie de Dinaré, l'héroïne du roman, a été détruite par un de ses proches, nous l'avons déjà dit. Elle en a souffert au point de voir son foyer s'effondrer. Et ça s'est même effondré. Elle a gardé le silence pour soi-disant préserver les liens familiaux. Est-ce, d'après vous, c'est la solution que vous proposez aux victimes de viol, se taire? Justement, le silence n'a jamais rien arrangé. Non. Dans ces circonstances, non. Je ne conseillerais pas le silence, non. Je ne conseillerais pas du tout. Peu importe ce que ça peu importe les conséquences, c'est le fait de parler, c'est très important de parler. Ça, non seulement ça soulage, mais également ça peut permettre d'ouvrir les yeux, n'est-ce pas? Ça peut permettre aux gens d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de ce qui se passe autour d'eux. Et pourquoi pas punir ces coupables? Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Souvent, ils s'en sortent sans égratignure, mais si ça peut permettre de les, n'est-ce pas, punir, c'est encore mieux. Bien, le roman s'achève sur une définition du bonheur. Vous dites, c'est une attente. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Et cette attente-là, ça permet justement d'apporter ça soulage, à la vie. Ça permet de mieux continuer. Madame Maïmouna Besso, merci beaucoup d'avoir accepté donc de répondre à nos questions autour de votre roman Les Tourments. Et si vous avez un dernier mot? C'est un sujet sur lequel je suis intarissable d'habitude. Bon, je ne suis pas une bonne oratrice. Je m'exprime mieux à l'écrit. Oui. Mais si je dois conseiller, je dirais aux petites filles, mais également aux petits garçons, parce que ce n'est pas un phénomène qui concerne seulement les filles. Ça concerne également les garçons, les petits garçons. Oui, la pédophilie, ça existe dans tous les sens. Je dis aux parents, d'abord aux parents, d'être vigilants et prudents. Oui, parce qu'ils ont tendance à, n'est-ce pas, à minimiser ce sujet. Ça ne fait même pas, peut-être que le terme pédophilie ne fait même pas partie de leur vocabulaire. Et pourtant, ce phénomène-là existe bel et bien. Et il a des conséquences désastreuses. Il a des conséquences désastreuses. Ça vous mine la vie, ça vous mine toute votre vie en fait. Toute votre vie. C'est pas seulement l'enfance. Même là, au vu de l'histoire de Dinaré, ça a brisé toute sa vie. Ça a brisé toute sa vie et ça vous brise toute la vie. Je ne trouve pas ça, c'est pas du tout normal que les gens ferment autant les yeux sur ce phénomène. Oui. Tout à fait. Je voudrais que les gens en prennent conscience. Voilà, nous vous invitons donc à nous lire un extrait que je vais moi-même vous proposer. D'accord. Oui, les exemples ne manquaient pas. Oui, les exemples ne manquaient pas. Le couple Dinaré-Kasser que nous étions était de ceux dont aucun des deux êtres le format ne pourrait ou n'oserait se plaindre d'une quelconque absence de rapport physique.
ni de quelque autre rapport d'ailleurs, parce qu'il était posé sur de solides bases. L'amour, bien sûr, mais aussi et surtout la communication, l'entente et la compréhension, 3 éléments primordiaux dont toute union a besoin. Et ils étaient au rendez-vous. Sans eux, aucun couple ne peut espérer perdurer, quel que soit le degré de son amour. Toutes les conditions étaient donc réunies pour que les 2 tourtereaux que nous représentions filassions le parfait amour. Mais voilà, un phénomène inconnu avait décidé de s'inviter dans notre vie et d'y mettre son grain de sel. Mon passé honteux, un passé que j'aurais aimé voir demeurer enfoui dans les abysses de mon cerveau. Un passé pénible, envahissant, menaçant, destructeur même. Un très beau texte, mais qui fait mal en même temps. Bien, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous étions bien entendu en compagnie de Madame Maïmouna Besso. Nous nous sommes entretenus autour de son livre, le roman psychologique intitulé Tourment, paru aux éditions Eddy Livre en France en 2020. Ce roman dont la thématique intéresse, mais aussi fait mal, le viol doublé de la pédophilie. Merci à vous surtout qui nous avez suivis. J'espère que vous avez aimé cet entretien. Rendez-vous dans un prochain numéro et restez toujours en compagnie de Télé Tchad. Au revoir.